Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Parlement Hebdo, l'émission qui revient sur les temps forts de l'actualité au Parlement cette semaine. Oui, et comme chaque semaine, un débat entre un député et un sénateur. Aujourd'hui, Gabriel Catala, député La France Insoumise du Val d'Oise, face à vous. Olivier Cadic, bonjour, sénateur centriste des Français de l'étranger. À la une, cette semaine, pas d'accord entre députés et sénateurs sur le budget. Sébastien Lecornu avait bien réussi à faire voter le texte sur le financement de la sécurité sociale mardi à l'Assemblée nationale. Mais sur le budget de l'État, la commission mixte paritaire entre députés et sénateurs a échoué ce matin. Parlons également de la crise agricole. Le Sénat qui a adopté cette semaine une proposition de résolution pour s'opposer au traité de libre-échange avec le Mercosur, alors que les agriculteurs manifestent, notamment pour s'opposer à cet accord commercial. La Commission européenne a annoncé le report à janvier de la signature du traité. Et ce vendredi 19 décembre, c'est donc l'échec sur le budget pour 2026. En revanche, il y a quand même eu un compromis sur le budget de la sécurité sociale qui, lui, est passé à 15 voix près. Elsa Mondingava. Pour 247, contre 232, l'Assemblée nationale a adopté. Un budget de la sécurité sociale adopté définitivement, sans majorité, 149-3, du jamais vu. Nous dotons avec ce vote notre pays d'un budget pour la sécurité sociale. Je crois que nos concitoyens attendaient cela de nous et donc je suis assez fière de cette Assemblée qui ce soir a vraiment agi en responsabilité compte tenu de la situation politique et sociale de notre pays. Le Premier ministre a réussi son pari en s'appuyant sur l'abstention des écologistes et du vote pour des socialistes. C'est quand même une grande satisfaction de se dire que les différentes négociations, les forces de proposition que nous avons pu être tout au long de ce débat budgétaire ont porté leurs fruits puisque nous avons aujourd'hui un PLFSS qui ne ressemble en rien au texte initial du gouvernement. Place au budget de l'État, mais Sébastien Lecornu en a bien conscience. La tâche s'annonce bien plus compliquée. Les choses vont être difficiles. Sont difficiles parce que déjà, évidemment, les positions entre l'Assemblée et le Sénat sont assez éloignées. Si je suis honnête, la difficulté aussi ne s'arrête pas là. C'est que parfois, les positions sont difficiles au sein des groupes et parfois, elles sont même difficiles au sein des mêmes formations politiques entre les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il ne reste au gouvernement que quelques jours pour trouver une solution. Gabriel Catala, député et sénateur, ont donc échoué à trouver une version de compromis sur ce budget depuis de 2026. On disait depuis le début, ça s'annonçait difficile. Loi spéciale à l'horizon, vous vous en réjouissez ? Moi, je dis depuis le début que ce gouvernement n'a pas la légitimité pour proposer un budget. Et je ne suis pas surprise parce que le budget avait été adopté avec une seule voix à l'Assemblée nationale contre plus de 300. C'est un budget d'injustice fiscale où il n'y a aucune nouvelle taxe sur les personnes les plus fortunées de notre pays. La taxe Zuckman qui allait seulement permettre de prendre 2% du patrimoine des 1800 foyers les plus riches, soit les personnes qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine, a été rejetée alors que 90% des Français y sont favorables. L'impôt de solidarité sur la fortune n'a pas été rétabli. Nos taxations sur les dividendes ont été rejetées. Et même la contribution exceptionnelle de M. Bayrou, qui était sur quelques personnes fortunées, a été divisée par 2 dans le budget de M. Lecornu. Donc il est évident que ce budget a été rejeté parce qu'il contenait en même temps un certain nombre de milliards d'économies sur les services publics, l'écologie, l'éducation nationale, la culture. Dans le même temps, on a plus de 6 milliards d'euros de dépenses sur les armées, ce qui est assez injuste, je pense, pour de nombreuses personnes qui voient leur niveau de vie se dégrader. Et en janvier, M. Lecornu pourra mettre la suite de ce débat à l'ordre du jour et on verra s'il en vient à utiliser le 49.3. Dans ce cas-là, nous déposerons une motion de censure et s'il persiste et signe aussi par des ordonnances, nous déposerons aussi une motion. On va y revenir, on va voir tout ce que vous avez dit. Il y a beaucoup de choses très intéressantes, mais une réaction déjà à cet échec de cette CMP qui est non conclusive. 7 députés et 7 sénateurs qui devaient essayer de trouver un compromis. Sébastien Lecornu avait dit que ce sera difficile. On le voit, échec en 35 minutes. Une réaction ?
Oui, et puis dans la présentation que vous faites, le PLFSS a été approuvé à l'Assemblée nationale. Ce PLFSS-là n'a pas été voté au Sénat. Donc, et la CMP, c'est justement 7 sénateurs, 7 députés. Donc il faut que les deux chambres trouvent un accord. Sur le PLFSS, c'est l'Assemblée nationale qui l'emporte sur le Sénat. Avec le dernier mot. Avec le dernier mot, et c'est ce qui s'est passé. Donc il n'y a pas consensus sur le PLFSS. Il n'y a pas consensus sur le fait qu'il faille suspendre la réforme de retraite, alors que c'est effectivement le cas dans le PLFSS. Et que pour nous, ça va durablement impacter sur notre dette. Sur ce budget, échec en 35 minutes, c'est quand même assez rapide. Il n'y avait vraiment pas de volonté de compromis. Parce que les choses sont liées entre le PLFSS et le PLF. C'est que, compte tenu de ce qui a été accepté dans le PLFSS, le déséquilibre budgétaire qui était proposé sur le PLFSS, on ne pouvait plus rétablir les choses sur le PLF. Donc ça voulait dire qu'on allait avoir plus de déficit que ce qui était visé. Mais donc c'est le signe d'un enlisement politique, cette CMP non conclusive? C'est un principe de réalité qui s'impose à tout le monde. La question c'est, est-ce qu'on va continuer dans le déni ou est-ce qu'on va enfin arriver vers le sérieux? Alors, pour répondre à ce que dit, continuer dans le déni ou faire du sérieux? Qu'est-ce que vous répondez? Si monsieur veut faire du sérieux, par exemple, le projet de loi de la sécurité sociale qu'il évoquait, où il a soi-disant fait de nombreux un pas en avant en acceptant la suspension de la réforme des retraites, qui n'est qu'un décalage pour quelques générations de 3 mois en échange de terribles économies, ce PLFSS est passé uniquement grâce à la trahison des socialistes qui ont changé d'alliance et qui se sont finalement rangés du côté du gouvernement au lieu de respecter le programme sur lequel ils ont été élus, qui était le programme du nouveau Front populaire. Dans ce projet de loi de la sécurité sociale, on ne parle pas, j'ai vu Mme Braun-Pivet qui parle toujours des mêmes éléments de langage, la responsabilité, la stabilité. Je crois qu'imposer 3,6 milliards d'euros d'économies sur la santé, alors que c'est la préoccupation numéro 1 des Français, que les hôpitaux publics sont dans un état catastrophique, il y a des gens qui meurent en urgence, ce n'est pas responsable. Imposer 300 millions d'euros d'économies sur des EHPAD, tout le monde a dans sa famille des aînés qui sont placés dans ce type d'établissement et on voit bien pareil l'état de délabrement, de salaire assez bas des soignants, il y a eu un certain nombre de scandales, ce n'est pas responsable. Taxer les assurés, parce qu'il y a dans le projet de loi de la sécurité sociale, il y a une taxe de 1 milliard d'euros sur les mutuelles qui va se répercuter sur les assurés. Tous les Français vont payer en moyenne 30 euros de plus par an sur leur mutuelle. Des personnes qui sont diabétiques vont être déremboursées, vont perdre 350 euros par an. Et donc il n'y a aucune responsabilité là-dedans. Et le budget, ce n'est pas du dos dans le dos. Ce n'est pas parce que le Sénat fait un pas en avant sur un budget terriblement austéritaire de la Sécu qu'en échange, l'Assemblée devrait avaliser un budget d'austérité pour les services publics. Les assurés sociaux vont payer beaucoup plus cher avec ce budget de la Sécu qui a été voté? 57% des dépenses de l'État, c'est des dépenses sociales. On est pratiquement un pays unique dans ce domaine qui dépense autant. Vous dites que la sécurité sociale est trop généreuse? Malgré tout, avec toutes ces dépenses, 57%, quand j'écoute la députée, mais j'ai l'impression qu'on vit, c'est l'apocalypse ici, ce pays. Mais allez bouger. Moi, je représente les Français établis hors de France, mais allez dans d'autres pays. Vous allez comprendre ce que c'est la différence. Vous allez comprendre que ce pays, c'est un paradis comparé. Vous représentez quel pays? Il n'y a pas de circonscription au Sénat. C'est le monde entier. C'est vraiment, tout le monde regarde la France en disant mais c'est un pays d'une générosité, c'est un pays d'une générosité exceptionnelle. On devrait privatiser le système de santé. Et donc la réalité, c'est ça. On dépense tellement d'argent et on voit que rien que les retraites, c'est quand même 50% depuis 2017 du trou de la dette qu'on est en train de créer. Et ça, cet argent, eh bien, la dette, c'est des impôts. Demain, il faut payer des impôts pour payer les intérêts de cette dette. Donc, dépenser de l'argent sans avoir créé la richesse, eh bien, vous vous êtes confronté au fait que vous allez augmenter les impôts. Je voudrais vous faire réagir à ce que vient de dire à l'instant Sébastien Lecornu. Dans ce contexte d'échec, je réunirai à partir de ce lundi les principaux responsables politiques pour les consulter sur la marche à suivre pour protéger les Français et trouver les conditions d'une solution. Comment vous réagissez à cette déclaration? La France Insoumise. Alors, je ne sais pas si nous allons décider d'y aller, mais nous n'avons pas besoin de discuter avec M. Lecornu, puisque lorsque le budget
ne peut pas être voté avant la fin de l'année. Il y a ce qu'on appelle une loi spéciale, vous l'avez dit juste avant, qui permet de prélever les impôts à partir du 1er janvier, qui permet en fait d'assurer la continuité de l'État et de reconduire le budget de l'année précédente. Donc le pays peut parfaitement fonctionner comme il aurait pu parfaitement fonctionner s'il n'y avait pas eu le budget de la Sécu, puisque la Sécu, ce n'est que des objectifs d'économie. C'est à l'identique du précédent budget. Voilà, et le budget, la reconduction à l'identique. Le budget de l'année dernière de M. Bayrou, qui était passé par 49.3, était déjà désastreux pour nos services publics, mais il est, il faut le dire, moins pire que celui de M. Lecornu. Et donc, cette loi spéciale, nous, évidemment, nous n'avons aucun intérêt à voter contre, puisqu'il s'agit de continuer à prélever les impôts pour que l'État fonctionne. Et à partir de janvier, j'imagine que M. Lecornu utilisera peut-être un 49.3 pour faire passer sa copie budgétaire. Monsieur Cadic, lundi, c'est une bonne chose que M. Lecornu réunisse les partis politiques pour voir ce qui va se passer ensuite? Je crois qu'il n'a pas tellement le choix. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il doit faire. La question, moi, je suis très amusé, encore une fois, par le discours de la députée qui dit c'est moins pire que celui de l'année d'avant. Et il y a un an, il disait exactement la même chose par rapport... Oui, parce que les budgets sont de pire en pire. Oui, non, mais c'est ça. Donc c'est toujours de pire en pire. Donc c'est ça qui est assez fascinant dans le discours. Non, mais c'est en cas de loi spéciale, le déficit serait nettement supérieur à ce qui est souhaitable. C'est ce qu'a dit vendredi matin le gouverneur de la Banque de France. La loi spéciale, c'est une solution, même temporaire, pour vous? C'est une rustine. Je veux dire, on voit bien que le déficit va continuer à s'aggraver. Encore une fois, on a quand même d'autres partenaires qui nous regardent. On est dans l'euro. Je veux dire, notre économie compte dans l'Union européenne, donc au niveau de la zone euro. Donc, en fait, si on ne respecte pas les critères de Maastricht, ça va coûter. Ça va coûter comment? Ça va être des taux d'intérêt qui vont monter. Ça va être la note de la France qui va être affectée. Mais je veux dire, il y a des règles et on ne peut pas se soustraire aux règles. Je rappelle à monsieur, puisqu'il est tant concerné par les règles du traité de Maastricht, que si depuis 2017, M. Macron avait conservé exactement la même politique fiscale, c'est-à-dire conserver l'impôt de solidarité sur la fortune, ne pas baisser l'impôt sur les sociétés, ne pas supprimer progressivement la CVAE et tous les cadeaux qui ont été faits aux plus riches et aux grandes entreprises, notre déficit serait déjà à 3%. Juste une question, je voudrais vous faire rebondir sur ce que vous avez dit. En tout cas, loi spéciale, ça veut dire qu'il faudra quand même se retrouver pour essayer d'adopter un budget. La France ne peut pas ne pas avoir de budget en bonne et due forme. Mais comment peut-on imaginer à un mois des élections municipales, 1 ou 2 mois des élections municipales, que ceux qui n'arrivent pas à s'entendre aujourd'hui le feront demain? Avec qui vous voulez dire quoi? Avec qui on va s'entendre? 49.3, vous avez parlé de 49.3, vous avez déjà envisagé cette hypothèse? Eh bien, c'est à monsieur Lecornu qu'il faut poser la question. Puisque c'est lui qui veut faire passer un budget avec petit à petit des socialistes comme François Hollande qui disent que pourquoi pas un 49.3, ce serait aussi acceptable pour aller plus vite. Lui, pour l'instant, dit qu'il n'en veut pas. Il a d'autres possibilités, comme aussi les ordonnances qui reviendraient à faire passer un budget sans vote. Le pays peut tout à fait fonctionner avec une loi spéciale. Regardez par exemple l'Espagne. L'Espagne, depuis 3 ans, il n'y a pas de budget, donc ils reconduisent les budgets de l'année précédente. Et là, je crois que la loi spéciale qui permet de reconduire le budget de l'année dernière, finalement, elle permet de reconduire une taxe exceptionnelle sur les plus fortunés qui rapporterait 2 fois plus que ce que propose M. Lecornu. Donc finalement, c'est mieux. Dans le pire, c'est mieux. Oui, M. Cadic, qu'est-ce qu'on peut dire aux Français qui nous écoutent? La sortie de crise sur le projet de loi de finances, on voit, elle est décalée maintenant à janvier, a priori, après la loi de la loi spéciale qui doit être adoptée d'ici la fin de l'année. Mais donc, comment est-ce qu'on sort de cette impasse budgétaire? Eh bien, il faut peut-être regarder maintenant les choses avec beaucoup plus de recul. Je crois qu'il y a Churchill qui disait que on voyait l'homme d'État à quelqu'un qui privilégie la génération de demain à la prochaine élection. Et donc aujourd'hui, il faut se rendre compte que la situation au niveau économique devient grave, complexe. Notre dette s'accroît. Le Premier ministre François Bayrou l'avait annoncé, avait dit qu'il y avait un objectif de baisse de la dépense publique avec un objectif affirmé. C'est comme si tout ça n'existait plus, on n'en parle plus, et pourtant il y a une réalité qui va s'imposer à tous les Français. Je crois qu'aujourd'hui, la question, effectivement, c'est de considérer qu'il faut arbitrer entre 2 positions, mais laisser courir... Il faut que le gouvernement ait recours au 49.3 et tranche directement sur le budget. Il faut qu'aujourd'hui... Vous appelez le gouvernement à avoir recours au 49.3 Je pense que beaucoup de gens appellent. C'est votre cas
absolument, pour trouver une solution de sortie avec un budget. Et puis ensuite, il va falloir avancer parce que maintenant, cette problématique de dette ne peut plus être supportable. Non, je veux bien entendre des histoires sur ce qu'attend la génération de demain, mais la génération de demain, elle attend des politiques fortes sur la lutte contre le réchauffement climatique. Elle ne veut pas des milliards d'économies dans le budget de la transition écologique. Elle ne veut pas désendetter le pays. Elle ne veut pas une école où il y a 4000 postes encore supprimés à la rentrée. Elle ne veut pas tous les mécanismes de solidarité qui sont supprimés petit à petit. Elle ne veut pas des associations féministes qui coulent parce qu'il n'y a plus d'argent dans le budget égalité homme-femme. C'est ça qu'elle veut, la génération. On vous entend bien, mais en même temps, vous dites que l'Espagne a pu fonctionner pendant 3 ans avec une loi spéciale. Pourquoi pas en France? Mais est-ce que quand même, l'absence de budget, ça ne vous inquiète pas? Alors que certains investissements vont être retardés. Les investissements militaires, par exemple, alors que la menace russe est à nos portes. Alors bon, la menace russe est à nos portes. Oui, c'est un autre débat, parce que moi je pense que la menace russe n'est pas à nos portes et que cette menace est agitée pour favoriser l'industrie militaire et des dépenses dans l'industrie militaire et des dépenses dans l'industrie militaire au lieu de les dépenser dans des services publics. Ce n'est pas ce que disent les services de renseignement. Non, mais c'est insupportable d'entendre ça quand on voit ce qui se passe en Ukraine actuellement. Mais c'est l'Ukraine, monsieur, qui a agressé, c'est pas le reste de l'Europe. Mais Mais c'est incroyable. Je peux finir ma phrase? Non, mais attendez. La loi spéciale, elle permet de fonctionner. Monsieur Bayrou a agité l'année dernière un mensonge qui était qu'il n'était pas possible de faire des investissements et de décaisser la totalité du budget de l'année précédente avec une loi spéciale. Or, c'est faux, puisqu'une loi spéciale, elle conduit ensuite à ce qu'un Premier ministre prenne une circulaire et à ce qu'il puisse décaisser la totalité du budget pour que l'État puisse fonctionner. Vous n'êtes pas d'accord? Est-ce qu'on agite des peurs ou est-ce que la menace est réelle? Vous n'êtes pas d'accord? Alors, tout d'abord, pour tout ce qui est sur la générosité non financée, d'accord, ça, c'est pas de la justice sociale, c'est de la dette sociale. À la fin, ça se finit comment? Ça se finit par des taxes en plus, et les gens qui ont justement plus besoin d'être accompagnés, généralement, c'est plutôt un emploi dont ils ont besoin, et d'une carrière, eh bien, c'est plutôt du chômage que vous leur proposez. Ça, c'est la première réalité. C'est la première qui sont exonérés d'ISF, etc. depuis 2017. C'est insupportable. À un moment, vous dites, il y a quand même un principe de réalité. C'est pareil, comme de dire qu'on n'est pas menacé par la Russie, mais je veux dire, c'est un déni aussi de réalité. Non, mais je veux dire, à 2 semaines avant l'invasion, quand l'OTAN est venue voir la Rada, les députés de la Rada n'y croyaient pas encore à l'invasion de la Rada. C'est l'Assemblée. Donc il faut voir les choses. Les gens ne veulent jamais voir ce qui va arriver quand c'est une mauvaise nouvelle. Ils préfèrent être dans le déni. Simplement, ça finit par arriver. Et si nous n'avons pas les moyens de nous défendre, alors le pire arrivera. Des discussions sur le budget qui donc va devoir forcément reprendre au début de l'année prochaine. On passe au deuxième thème dans cette émission et le Sénat qui a adopté cette semaine une résolution. Elle vise à demander au gouvernement de saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour vérifier la conformité de l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Un moyen de s'opposer à ce traité de libre-échange au moment où Emmanuel Macron hausse le ton et la Commission européenne qui a accepté de décaler la signature du traité au mois de janvier. Les explications de Cécile Sixou. C'est devenu rare, mais à la quasi-unanimité mardi, le Sénat a adopté la proposition de résolution contre le Mercosur. Pour 343, contre 1. La proposition de résolution européenne est adoptée. Cette résolution demande au gouvernement de saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour vérifier la conformité de l'accord, avec un objectif, empêcher sa ratification. À l'origine de l'opposition des sénateurs, une décision de Bruxelles de couper l'accord en 2 textes, avec 2 modes d'approbation. L'un des textes devra être ratifié par les 27, mais pas le second. En d'autres termes, il ne passera pas par le Parlement français. Un contournement démocratique de Bruxelles que dénoncent tous les bancs politiques du Sénat. C'est inouï qu'elle tente de changer les règles en cours de route pour faire sauter les verrous qui la dérangent. Cette initiative en dit long sur la propension de la Commission à repousser toujours plus loin les limites de ses prérogatives, autant que sa méfiance vis-à-vis des démocraties nationales. En affaiblissant le rôle des États membres, cette méthode réduit encore un peu plus l'assise démocratique d'un accord déjà largement contesté par l'opinion publique. Les sénateurs ont également rappelé leur opposition sur le fond du traité de libre-échange, car il permettrait d'importer des produits sud-américains sans respecter les mêmes normes de production que les Européens, une concurrence déloyale pour les agriculteurs français. Parce que nos agriculteurs respectent des règles plus strictes
sur les produits phytosanitaires, le bien-être animal ou encore les conditions de travail, quand l'accord ne comprend non seulement pas de stipulations spécifiques dans bon nombre de ces domaines, mais prévoit même un allègement des contrôles sanitaires et phytosanitaires. Ce vote est non contraignant, mais avec la mobilisation des agriculteurs, il met une pression supplémentaire sur le gouvernement pour s'opposer à la signature de l'accord. Et donc le Sénat qui a adopté cette résolution qui vise à s'opposer à cet accord de libre-échange à l'unanimité, moins une voix. C'était la vôtre, Olivier Cadic. Vous avez donc voté contre cette résolution. Vous êtes pour le Mercosur ? Pour l'accord, effectivement, parce que c'est un bon accord pour notre économie. C'est l'accès à un marché de 270 millions de consommateurs. Ça permet d'ouvrir des nouveaux débouchés, la viticulture, les spiritueux, les laiteries. Ça, c'est pour l'agroalimentaire. Mais pour nos PME, pour notre cosmétique, pour nos entreprises de l'automobile, il y a de grands secteurs pour lesquels nous allons pouvoir développer notre activité. Nous sommes leaders au Mercosur. Nous sommes le premier pays employeur étranger au Brésil. Et il y a des gisements de développement. Et nos viticulteurs en ont bien besoin aujourd'hui, surtout quand on voit ce qui se passe avec les taxes aux États-Unis. Gabriel Catala, gisement ce Mercosur ? Alors, monsieur devrait peut-être se dire que lorsque 76% des Français sont contre ce traité de libre-échange, lorsque l'Assemblée nationale vote à l'unanimité grâce à une résolution de la France Insoumise il y a 3 semaines contre cet accord de libre-échange, lorsqu'il est le seul au Sénat à voter pour, lorsqu'il y a une telle colère agricole avec les agriculteurs qui manifestent à la fois contre le Mercosur mais aussi contre la politique sanitaire du gouvernement dans le cadre de la DNC et les abattages totaux qui ont lieu en ce moment, il devrait peut-être se dire que c'est une mauvaise idée d'être favorable à cet accord qui est déplorable pour notre agriculture parce qu'il va permettre d'importer sur le territoire français des dizaines de milliers de tonnes de volailles, de bœuf, de miel, comme si nous étions incapables, en France de produire de telles choses. Cela va ruiner notre agriculture, qui est déjà dans une position. Les agriculteurs sont dans une situation très difficile. Je rappelle qu'un agriculteur en France se suicide tous les 2 jours, que la moitié vivent sous le seuil de pauvreté, et donc avec de tels accords de libre-échange qui sont aussi une catastrophe sur le plan environnemental, les agriculteurs vont d'autant plus plonger dans la difficulté et dans la pauvreté. Et cet accord serait fait, avec des États qui n'ont pas du tout les mêmes normes sanitaires, environnementales, sociales. Le Mercosur n'est pas en œuvre. Donc tout ce que vient de dire Madame, ça arrive sans le Mercosur. C'est ça la réalité. Le Mercosur va rendre ça d'autant pire. Non mais tout ce que vient de décrire Madame, c'est une réalité d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec le Mercosur. Donc vous voyez, on transfère ces problèmes plutôt que de régler nos propres problèmes. On préfère imaginer que le problème pourrait venir d'ailleurs à cause de quelqu'un d'autre. Réglons nos problèmes, c'est une chose, de la compétitivité de l'agriculture française qui est en perte de compétitivité à l'intérieur de l'Union européenne. Notre compétitivité est en perte. Pourquoi ? Parce qu'on s'impose des règles à nous-mêmes qui ne s'imposent pas aux autres. Vous avez vu tous ces tracteurs qui ont convergé. Ça n'a rien à voir avec le Mercosur. Leur situation actuelle, leur situation actuelle n'a rien à voir avec le Mercosur. Il y a un moment, il faut quand même regarder la réalité. Elle a un rapport avec les traités de libre-échange déjà signés. Celui avec la Nouvelle-Zélande, celui avec le Canada. Vous voulez sortir l'Union européenne ? Le problème dans l'Union européenne, ce n'est pas une question de sortir l'Union européenne, c'est une question de faire de l'Union européenne un espace où il y a de la justice sociale, de la justice environnementale. Ce n'est pas une question d'en sortir. Personne ne veut sortir de l'Union européenne. Nous sommes mauvais aujourd'hui. Nous perdons des parts de marché par rapport à notre concurrent européen. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Vous mettez sur le Mercosur des problèmes que vous n'arrivez pas à régler chez nous. C'est parce qu'il faut davantage de protectionnisme. Il faut investir dans l'agriculture on est déjà bio. chez nous, on n'y arrive pas. D'ailleurs, dans le budget, il n'y a aucune mesure sur le sujet. Il faut garantir aux agriculteurs des prix rémunérateurs. Moi, je ne vous ai pas vu au Sénat proposer de telles mesures, par exemple. Emmanuel Macron qui a dit cette semaine, à l'heure actuelle, le compte n'y est pas, l'accord ne peut pas être signé. Il réclame clause de sauvegarde, clause miroir, également des contrôles sanitaires accrus. On est un peu à front renversé. Vous soutenez, vous, le président de la République ? Alors, je crois que M. Macron est en grande difficulté parce que sur le plan de la politique intérieure, il a bien vu toutes les manifestations d'agriculteurs qui sont réprimées par des CRS. Non, je ne salue pas son action parce que le traité du Mercosur est en discussion depuis plus de 25 ans.
Monsieur Macron est au pouvoir depuis 8 ans. Il a laissé ce dossier avancer. Il n'a rien fait pour s'y opposer. Et là, maintenant qu'il voit la colère agricole, il obtient un petit délai d'1 mois pour en rediscuter en janvier. Mais les clauses de sauvegarde, j'ai regardé le détail, c'est pareil, c'est une vaste fumisterie. Il s'agirait de revoir certaines mesures dans le cas où les marchés seraient perturbés par l'accord, mais seule la Commission européenne aurait le pouvoir de lancer des enquêtes et ces clauses ne s'appliqueraient que pendant 12 ans. On voit bien que dans ce cas-là, on aurait des difficultés ensuite à s'opposer à la mise en œuvre de certaines mesures de cet accord. Et ces clauses ne sont pas du tout contraignantes. Pareil, je rappelle que monsieur disait qu'il y allait avoir des produits totalement... Il nie le fait qu'il y ait une concurrence déloyale entre les produits qui seraient importés sur le territoire de l'Union européenne et ceux qui seraient exportés vers le Brésil et l'Argentine. Il n'y a que 1% des produits qui sont contrôlés par nos douanes aujourd'hui. Pour finir très rapidement, parce qu'on arrive au terme de cette émission, Commission européenne trop puissante qui veut s'arroger trop de pouvoir en faisant passer un peu en force, je dirais, ce traité Mercosur, en tout cas en ne lâchant pas... Je voudrais vous rappeler qu'il y a une grande majorité des États européens qui sont favorables à l'accord du Mercosur. Nous sommes plutôt dans la minorité. Nous sommes plutôt alliés à M. Orban. D'accord ? Et on a le destin, justement, du blocage, on les met dans les mains de Mme Meloni. Et le report, c'est parce que Mme Meloni a passé un coup de fil à M. Lula. C'est pour ça qu'on a ce report. Donc, les autres pays européens ne sont pas des grands pays agricoles. Donc forcément, ça ne leur coûte rien de valider ce genre de traité de libre-échange. La réalité, c'est qu'il y a une très grande majorité de l'Union qui est favorable. C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'on ne peut pas s'effacer en Amérique latine et laisser la Chine et les États-Unis seuls, avec leurs règles qui sont très différentes des nôtres. Mais donc passer outre le Parlement français, c'est pas grave. Mais il ne passe pas outre. Il y a des règles. On s'est mis d'accord dans l'Union européenne pour que ce soit la Commission qui gère ça pour toute l'Union européenne. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci à vous deux d'avoir animé ce débat. Bonne suite de programme. À très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.